Et si on pouvait, disons, pirater notre propre cerveau pour apprendre mieux et plus vite? Eh bien, c'est un peu la promesse des neurosciences. On va voir ensemble comment la science du cerveau peut nous aider à transformer n'importe quelle formation, n'importe quel apprentissage, en quelque chose qui reste vraiment. Allez, petit test rapide. Pensez à la dernière formation que vous avez suivie. Franchement, qu'est-ce qui en reste? Spontanément, là, tout de suite. Souvent, la réponse c'est pas grand-chose, hein. C'est exactement le problème d'Hervé. Un personnage qui va nous accompagner. Comme beaucoup d'entre nous, il a cette sensation un peu frustrante que l'info rentre par une oreille pour ressortir aussitôt par l'autre. Et le truc, c'est que ce n'est même pas de sa faute. C'est super frustrant, non? On investit des heures, de l'énergie, et quelques jours après, hop, le vide. C'est comme si on n'avait jamais rien fait. On a cette image du cerveau passoire, tout file à travers. La grande question c'est pourquoi? Et surtout, comment on fait pour boucher les trous? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sorte de manuel d'utilisation pour notre cerveau, et il nous vient tout droit des neurosciences. Il y a des règles du jeu en fait, des principes de base non négociables pour que l'apprentissage prenne vraiment. C'est ce qu'on appelle les 4 piliers. Oui, seulement 4. Pas 50, pas 100, juste 4. C'est ce chiffre, qu'on pourrait qualifier de magique, qui a été mis en lumière par le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Imaginez ça comme un trousseau avec 4 clés. Et ces 4 clés peuvent déverrouiller tout le potentiel de notre cerveau pour apprendre et surtout pour retenir. Alors, les voici, ces fameux piliers. On a l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et enfin la consolidation. Allez, on va regarder ça de plus près, un par un. Le premier pilier, c'est l'attention. Et là, c'est la base de tout. C'est assez simple à comprendre. Si le cerveau n'est pas branché, si l'interrupteur est sur off, eh bien, rien ne peut rentrer. C'est un peu comme essayer de remplir une bouteille alors que le bouchon est encore dessus. Et il y a un chiffre clé à retenir, 15 minutes. Au bout d'un quart d'heure, notre attention décroche. C'est quasi scientifique. La solution, il faut absolument casser ce rythme. Une question, un petit sondage, une interaction, n'importe quoi pour relancer la machine. Sinon, c'est garanti, on perd son auditoire. Deuxième pilier, l'engagement actif. Il faut vraiment oublier cette vieille image du cerveau comme une sorte d'éponge qui absorbe passivement tout ce qu'on lui donne. C'est tout le contraire. Pour apprendre, un cerveau doit être actif. Il doit se démener un peu, formuler des hypothèses, se poser des questions, tester des trucs. Par exemple, un petit quiz, une mise en compétition amicale. C'est radical pour éveiller les neurones et forcer cet engagement. Alors, le troisième pilier, c'est peut-être le plus surprenant, le plus contre-intuitif et tous, le retour sur erreur. On est conditionné à avoir peur de se tromper, alors qu'en réalité, c'est le moteur numéro 1 de l'apprentissage. Il faut voir le cerveau comme une machine à faire des prédictions, il anticipe un résultat, il se trompe, et là, ping, un signal d'erreur s'allume et l'oblige à ajuster son modèle. Mais, et c'est un grand mais, ce retour doit être immédiat. Pas le lendemain, pas une heure après, instantané. Sinon, l'impact est quasi nul. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, la consolidation. Le meilleur exemple, c'est la conduite. Souvenez-vous des premières leçons? On pensait à tout, l'embrayage, le rétro, la vitesse. C'était épuisant. Et aujourd'hui, on le fait sans même y penser, c'est devenu automatique. Eh bien, la consolidation, c'est exactement ça. C'est le processus qui transforme un effort conscient en un réflexe. Et pour y arriver, il n'y a pas de secret. Il faut de la pratique, de la répétition, des petits rappels, des mini-quiz envoyés quelques jours ou semaines après la formation. C'est hyper efficace pour vraiment ancrer les connaissances sur le long terme. Ok, donc là, on a nos 4 piliers. C'est le comment. Mais maintenant, la question, c'est comment on fait pour que ça tienne dans la durée? Comment on passe d'une info qu'on oublie le lendemain à une compétence vraiment solide? La réponse est une technique super puissante, la répétition espacée. C'est la clé pour transformer un savoir fragile en un véritable automatisme. Pour bien comprendre ça, il y a une analogie absolument géniale du professeur Steve Masson. Il nous dit d'imaginer que notre cerveau, c'est une forêt vierge. Si on veut créer un chemin pour aller d'un point A à un point B, il faut y passer une fois, puis 2 fois, puis 10 fois. Si on ne passe qu'une seule fois, quelques jours après, la végétation a tout recouvert, le chemin a disparu. Eh bien, pour les connexions entre nos neurones, c'est exactement la même chose. Et cette image illustre ça parfaitement. D'un côté, on a l'exposition unique. Une seule formation, un seul passage. C'est ce petit sentier à peine tracé qui va disparaître à la première pluie. Et de l'autre, la répétition espacée. Là, on ne parle plus d'un sentier, on parle d'une autoroute à 4 voies. L'information circule de manière fluide, rapide, presque sans effort. Et c'est bien ça l'objectif final, se construire des autoroutes neuronales.
Maintenant, on va aller chercher l'inspiration dans un domaine un peu inattendu. Et si je vous disais que certains des meilleurs profs au monde sont en fait des concepteurs de jeux vidéo? Ça a l'air un peu fou dit comme ça, mais réfléchissez-y. Les jeux vidéo sont des véritables machines à apprendre, incroyablement efficaces. On va donc essayer de décrypter leur cheat code, leurs secrets pour voir ce qu'on peut leur piquer. Le livre Neurolearning a justement mis le doigt sur 4 secrets qui rendent les jeux si addictifs, dans le bon sens du terme. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on les regarde, on se rend compte qu'ils appliquent, sans forcément le savoir, les 4 piliers qu'on vient de voir. C'est une application parfaite, presque instinctive. Ce tableau, il résume tout le fossé entre les deux mondes. D'un côté, la méthode classique, souvent c'est la même difficulté pour tout le monde, peu importe le niveau, et le feedback, on l'a à la fin du trimestre. De l'autre, le jeu. La difficulté s'ajuste en temps réel, on a cette satisfaction de petites victoires en permanence, et surtout, le retour sur erreur est immédiat. On se trompe, on le sait, dans la seconde. Ce n'est pas juste une petite différence, c'est un changement complet de paradigme. Allez, il nous manque une dernière pièce pour compléter notre puzzle, l'environnement d'apprentissage. Et dans cet environnement, il y a un facteur clé, un peu sensible, le stress. On a tous tendance à penser que le stress est l'ennemi public numéro 1 de l'apprentissage. Mais on va voir que la réalité, en fait, est beaucoup plus subtile que ça. Évidemment, il y a le mauvais stress, celui qui paralyse, qui tétanise. On le connaît tous, la surcharge cognitive, vous savez, ces diapos avec 50 lignes de texte, la peur du jugement, de passer pour un idiot si on pose une question, ou tout simplement le sentiment d'être complètement dépassé, d'avoir raté un wagon. Ça, ce sont de véritables poisons pour le cerveau. Ça le met en mode survie, et dans ce mode-là, il n'apprend plus rien. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, un cerveau qui n'a absolument aucun stress, aucune pression, eh bien il n'apprend pas non plus. C'est un peu comme un muscle. Pour qu'il se développe, il faut le solliciter un minimum. Un cerveau sans aucun défi se met en mode veille, en économie d'énergie, et il ne se passe rien. Et ce graphique montre ça à la perfection. C'est ce qu'on appelle une courbe en U inversée. Regardez, tout à gauche, avec très peu de stress, on est dans la zone de l'ennui. L'efficacité de l'apprentissage est très faible. Tout à droite, avec beaucoup trop de stress, c'est la zone de l'anxiété, et là, l'efficacité s'effondre complètement. Toute la magie se trouve au milieu, au sommet de la courbe. C'est la zone de performance optimale, le sweet spot. C'est là qu'il y a juste assez de défis pour être stimulant, mais pas assez pour être paralysant. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés à retenir, ce serait quoi? Premièrement, bien sûr, les 4 piliers. Attention, engagement, retour sur erreur et consolidation. C'est la base. Deuxièmement, utiliser la répétition espacée pour transformer les petits sentiers en véritables autoroutes mentales. Troisièmement, ne pas hésiter à s'inspirer des jeux vidéo, des défis progressifs, du feedback immédiat. Et enfin, quatrièmement, chercher en permanence à se situer dans cette fameuse zone de stress optimale. Ni l'ennui ni l'anxiété. Tout ça nous amène finalement à une question assez vertigineuse. Est-ce que l'avenir de l'apprentissage, de l'éducation, est finalement un jeu? Quand on pense à ce qu'on pourrait faire en combinant la rigueur des neurosciences avec les mécanismes d'engagement si puissants des jeux vidéo, on se dit qu'on est peut-être à l'aube d'une vraie révolution dans notre manière d'apprendre. Une question qui mérite, je crois, d'être posée.